Plus d'une centaine de pyramides au total ont été bâties dans l'Égypte des pharaons. Parmi elles se trouve un édifice hors norme, peut-être la pyramide la plus mystérieuse de tout le pays, la pyramide noire. Sous cette ruine informe, qui semble pouvoir s'effondrer à tout moment, se cache en fait un formidable secret, un immense labyrinthe aussi fascinant qu'inaccessible. Il y a tout un complexe de chambres qui dépasse de loin le simple besoin d'y déposer un corps. On ne trouve pas ça dans les autres pyramides. La pyramide est fermée au public. Fragilisée par de graves problèmes de structure, elle pourrait être dangereuse pour les visiteurs. Mais des archéologues téméraires ont quand même pris le risque d'y entrer. Nos caméras ont exceptionnellement pu les accompagner. Regardez cette fissure. On dirait que ça pourrait s'effondrer à tout moment. Même pour les spécialistes, ce bâtiment méconnu reste une véritable énigme. Nous allons tenter de trouver ensemble des indices pour décrypter cet édifice millénaire. Ça alors, il y a encore des os là-dedans. Pour révéler tous ces mystères, nos scientifiques ont obtenu l'autorisation d'entrer dans les pyramides les plus emblématiques de l'Égypte antique avec un scanner laser nouvelle génération. C'est un peu sérieux, hein? Que s'est-il passé pendant la construction pour que ce monument soit dans un tel état? À quoi ressemblait cette pyramide perdue? Pourquoi les Égyptiens ont-ils voulu construire ici un réseau aussi étendu jamais vu jusqu'alors? Grâce à des modèles 3D inédits, nous allons vous montrer tout ce qui est invisible à l'œil nu au cœur de la pyramide. En quelques clics, on peut faire des mesures qui seraient très compliquées à faire sur le terrain. Cette numérisation ultra détaillée devrait apporter à nos experts de nouvelles réponses dans cette enquête scientifique, commencée il y a 200 ans. Au cœur des sables d'Égypte se trouve un site exceptionnel, méconnu du grand public, le plateau de Dachour. Pour l'atteindre, il faut parcourir une trentaine de kilomètres depuis le Caire. C'est ici que furent construites les deux premières pyramides géantes de l'histoire, la pyramide rouge et la rhomboïdale. Mais derrière ces deux colosses, on repère au loin une colline abrupte aux formes curieuses. Il s'agit en fait d'une pyramide, l'une des toutes dernières construites par les pharaons il y a près de 3800 ans. Les villageois des environs lui ont donné un surnom inquiétant, la pyramide noire. Elle ne ressemble pas du tout à une pyramide. Bien qu'on l'appelle la pyramide noire, on dirait une colline escarpée, avec une espèce de tour au milieu. À première vue, rien ne laisse penser que sous cet édifice délabré se trouve un immense dédale de galeries, probablement le réseau le plus élaboré jamais construit sous une pyramide égyptienne. Franck Monnier est passionné par les pyramides d'Égypte depuis sa jeunesse. Ingénieur de formation, il a étudié la construction de ces monuments dans les moindres détails, au point d'en devenir l'un des meilleurs spécialistes au monde. Fasciné par la pyramide noire, il peut dessiner presque de tête un croquis du plan de ses appartements. Alors là, j'ai esquissé une vue en plan de la pyramide noire d'Achour. Une vue en plan donc de la base de la pyramide avec ses appartements funéraires. Donc on a ici toute l'étendue du réseau funéraire. Il n'y a pas d'équivalent à cette complexité des appartements funéraires. Donc ce qui serait très intéressant de scanner, ce serait en priorité donc, le quartier dédié aux reines et le quartier dédié au roi, afin d'avoir une vue un peu plus nette quand même de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ces appartements. Scanner les entrailles de la pyramide pourrait bien être la solution pour mieux comprendre cet édifice mystérieux. Car son intérieur demeure très mal connu. Le bâtiment est interdit d'accès au public et n'est quasiment jamais visité par les égyptologues. Pour cette mission totalement inédite, Franck Monnier a fait appel à l'archéologue Alban Brice Pimpeau. Spécialisé en imagerie numérique, il va pouvoir réaliser un modèle 3 dimensions complet et ultra détaillé de ses appartements.
c'est une pyramide qui n'est pas encore ouverte au public. Du coup, je vais la découvrir. Je ne connais pas du tout les conditions que je vais trouver en termes d'humidité, de chaleur. On se sent assez privilégié quand même de pouvoir accéder à ce type de monument finalement, parce que très peu de gens l'ont vu. Et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant. Pouvoir pénétrer dans la pyramide noire est une chance absolument unique. Il faut à chaque fois que l'entrée soit entièrement déblayée. Car un peu comme à l'époque des pharaons, elle est bouchée par des blocs de pierre pour la protéger et empêcher tout intrus de s'y engouffrer. Alban Brice va utiliser une technologie très puissante, le LIDAR. Ce scanner numérique est parmi les plus miniaturisés au monde. Il ne pèse que 800 grammes. Mais l'intérieur d'une pyramide est souvent un espace très étroit dans lequel il est compliqué de manœuvrer. La tâche pourrait donc s'avérer difficile. Donc là, je suis en train de paramétrer de façon à ce que le scan et mon téléphone communiquent entre eux. Comme ça, j'ai un retour de ce que le scan va voir. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'accompagner cette mission novatrice. C'est la toute première fois qu'un appareil moderne va être utilisé dans cette pyramide. Le scanner LIDAR fait du bruit car il se met à numériser les espaces. Après quelques mètres, Alban vérifie que l'appareil fonctionne bien. Donc là, on voit bien le petit point vert ici, la position du scanner. Il a relevé une paroi ici, c'est là. Donc là, il s'est bien positionné. Ce scanner laser est capable d'enregistrer des centaines de milliers de points à chaque seconde tout autour de lui. Il permet d'obtenir les mesures d'un espace avec une précision de l'ordre du millimètre. Une performance technologique absolument inégalée. C'est pratiquement un labyrinthe qu'on a dessous. Donc l'idée, c'est de faire un relevé assez précis de toutes ces structures-là. Ça nous permet de documenter vraiment de manière assez fine la volumétrie générale des espaces que je vais arpenter. Sur le plan que lui a fourni Franck Monnier, Alban Brice repère les différents espaces à numériser en priorité. Donc là, on vient de finir de prendre la descendrie. On est passé par un premier passage, un premier couloir qui a été renforcé avec de la maçonnerie moderne. Et donc là, on a une zone de bifurcation et on s'apprête à aller rejoindre toute la distribution consacrée au roi. Mais le temps est compté. Les conditions sont suffocantes. L'air à l'intérieur de la pyramide circule peu et se renouvelle mal. On ne peut donc pas rester trop longtemps dans ces souterrains. Il y a une humidité très prégnante et assez étouffante quand même, et c'est vrai que c'est un peu fatigant. En progressant dans les tunnels, Alban Brice scanne plusieurs pièces vides. Donc là, on voit bien, hein, on a fait toutes ces progressions-là. On a une ébauche de plan. Je vais chercher des petites pièces qui se trouvent ici de part et d'autre du couloir central. Là. Et là, on s'apprête à rentrer dans l'antichambre puis dans la chambre du roi. La chambre funéraire du roi, le cœur spirituel de la pyramide. Alban Brice est émerveillé par le sarcophage du pharaon, construit dans une seule pièce de granit rose d'Assouan, l'une des pierres les plus solides d'Égypte. Malgré ses presque 4000 ans d'âge, son état de conservation est impressionnant. Mais ce qui étonne à l'inverse, ce sont les dégradations que l'on observe un peu partout sur les murs. Le fait de scanner, ça permet d'avoir l'état des lieux général finalement de toutes ces structures-là. Les traces qu'on voit là sur les voûtes, sur la jointe de la maçonnerie, on voit que tout ça se désolidarise. Il y a même des fissures. On voit qu'il y a une grosse pression qui est exercée en termes structurels sur ces voûtes. Visiblement, la pyramide a l'air d'avoir connu de nombreux soucis de construction. Les résultats du scan devraient permettre d'en savoir plus. Mais les bâtisseurs du pharaon doivent avoir commis des erreurs dans la conception même du monument pour que leur pyramide présente aujourd'hui un aspect si délabré. Pour mieux comprendre, il faut s'intéresser à l'époque de sa construction, le Moyen Empire. C'est le roi Amenemhat III qui a fait construire cette étrange pyramide il y a presque 4000 ans. Il a régné vers 1800 avant notre ère
et est considéré comme le plus puissant pharaon d'une des lignées les plus prestigieuses de l'Égypte antique, la 12e dynastie. La 12e dynastie de l'Égypte pharaonique fait partie d'une période que les égyptologues appellent le Moyen Empire, une sorte d'âge d'or. Amenemhat III est le dernier grand roi de la 12e dynastie. Il règne pendant 46 ans sur un pays prospère, avec une administration très efficace. Donc, il va se trouver en position idéale pour lancer des programmes architecturaux innovants et très ambitieux. Avant le Moyen Empire, l'Égypte connaît une période d'instabilité et de division de plusieurs siècles, durant laquelle la construction de pyramides s'arrête. Mais à la 12e dynastie, l'unité du pays est restaurée et les pharaons veulent retrouver le prestige architectural de leurs glorieux ancêtres. On a un État centralisé, dirigé par un pharaon puissant, et la construction de pyramides redevient d'actualité, peut-être au même niveau d'importance qu'à l'époque de l'Ancien Empire. Les pyramides les plus célèbres du pays, comme celle de Gizeh, ont toutes été bâties à la période qu'on appelle l'Ancien Empire, près de 800 ans avant le règne d'Amenemhat III. Ces rois de la 12e dynastie se considèrent comme les héritiers directs des rois de l'Ancien Empire et donc ils puisent leur légitimité dans ce patrimoine architectural et historique. Ils vont copier en quelque sorte les monuments qui sont ceux des rois de l'Ancien Empire. On peine à le croire aujourd'hui, mais à son achèvement, la pyramide noire avait un aspect tout à fait similaire à celui d'une pyramide classique de l'Ancien Empire, comme celle de Khéops par exemple. Se pourrait-il qu'on trouve encore à la pyramide noire les traces de sa splendeur passée? Quel secret se cache sous cette colline informe? De l'extérieur aujourd'hui, la pyramide noire n'est pas bien palpitante. Mais à l'intérieur, il y a tout un complexe de chambres qui dépasse de loin le simple besoin d'y déposer un corps. Après quelques semaines d'analyse numérique, les résultats du scan sont enfin prêts. L'égyptologue Marc Lehner était impatient de les découvrir. C'est la première fois qu'il voit le réseau interne de la pyramide avec un tel niveau de précision. Le scan laser capture chaque petit détail de la réalité. On croirait presque qu'on est dans la pyramide elle-même. On peut zoomer et dézoomer, et on peut même faire pivoter. Cet outil permet surtout aux archéologues de gagner un temps précieux. Cartographier un espace aussi complexe prendrait des semaines, voire des mois. Le scanner laser enregistre des dizaines de milliers de points à chaque seconde. Chacun de ces points, c'est l'équivalent d'un archéologue qui se penche, prend des mesures avec son mètre et les dessine ensuite au papier calque sur un carnet. Marc est un spécialiste des pyramides de Gizeh. Il est donc habitué aux intérieurs assez minimalistes des pyramides de l'Ancien Empire. La première chose qui le frappe avec ce modèle 3D, c'est la taille gigantesque du réseau souterrain. La structure interne est complexe. En fait, elle est considérée comme le réseau souterrain le plus élaboré de toutes les pyramides, avec le plus de pièces et de couloirs. À des milliers de kilomètres depuis Paris, Franck Monnier peut, grâce au lidar, évaluer les dimensions inhabituelles des galeries. L'opération ne demande que quelques clics et donne un résultat d'une extrême précision. Cet outil permet de prendre la mesure de l'étendue des appartements qui se situent sous cette pyramide. Donc là, on est sur une vue du dessus. On peut effectuer quelques mesures, par exemple pour se donner une idée de l'étendue du réseau. Par exemple, pour ce premier couloir, ici, on a déjà 42 mètres. On va mesurer le couloir du quartier du roi. Hein, les deux extrémités, à partir des pièces carrément, on va aller d'une pièce à l'autre. Plus de 46 mètres. Donc on voit que si on cumule toutes ces données, on arriverait à plus de 400 mètres de galerie. C'est quand même considérable. Et en tout et pour tout, on a une vingtaine de pièces. Tous les autres pharaons ont été enterrés dans une pyramide avec une, parfois deux descendries et quelques chambres. Dans la pyramide noire, il y a des dizaines de pièces reliées par des couloirs. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres pyramides.
Mais que peut bien signifier cet immense labyrinthe souterrain? Notre enquête au LIDAR devrait nous permettre de mieux le comprendre. Son niveau de sophistication, en tout cas, tranche nettement avec l'état de dégradation externe du monument. Car en l'observant, la même question revient toujours. Pourquoi cette pyramide a-t-elle aujourd'hui une telle apparence? L'égyptologue Meredith Brand vient chercher des réponses sur place. Elle découvre le site pour la première fois et repère tout de suite de premiers indices. Quand on s'approche, au début, on ne voit même pas de pyramide. De loin, on dirait juste une sorte de colline naturelle, comme un gigantesque tas de sable. Mais de plus près, on comprend que ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce sont des briques d'argile. Et on peut les voir très distinctement le long de la pente, vers le sommet. Cette butte étrange est en fait une montagne de briques soigneusement empilées en plein cœur du désert. D'une taille standard, ces briques sont fabriquées avec un mélange de sable et d'argile issus des bouts du Nil. Le tout se trouve ensuite renforcé par des morceaux de paille. Au sommet, une partie de cette maçonnerie en briques est toujours en place. Mais sur les pentes, on en retrouve partout des morceaux. Il y a tellement de briques de la pyramide qui sont tombées le long de la pente. On dirait du sable, mais en fait, ce sont les restes des débris de briques d'argile. Ces briques ont conservé leur forme rectangulaire et on peut toujours y voir la paille séchée qu'on mettait dedans pour les rendre plus solides. Il y a même encore les empreintes de doigts des anciens bâtisseurs. Ces briques prouvent à quel point ils étaient talentueux. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient capables de fabriquer des briques d'argile comme celle-ci, qui dureraient des milliers et des milliers d'années. L'utilisation de ces briques d'argile est en fait une innovation majeure dans la construction des pyramides. Les pyramides de l'Ancien Empire ont été intégralement construites en pierre. Un matériau éternel, mais dont l'extraction, le transport et l'assemblage exigeaient des moyens considérables. Plusieurs siècles plus tard, les architectes des pharaons se tournent donc vers des méthodes nouvelles. Au Moyen Empire, les pharaons ont commencé à se soucier des dépenses dans la manière de construire. Et ils ont conclu que c'était trop compliqué de bâtir une pyramide entièrement en pierre. Ils ont donc eu l'idée géniale de construire le centre de la pyramide en briques d'argile. C'était une manière intelligente de faire des économies. La brique crue a cet avantage de pouvoir être produite partout sur le sol égyptien. Ils peuvent construire les briques et on achemine les briques par bateau qui arrivent jusqu'au chantier. Donc l'usage de la brique crue à la place de la pierre est une question d'ordre plus logistique que technique. Des millions de briques crues sont méthodiquement empilées par les ouvriers du pharaon pour construire le cœur de sa pyramide. On estime qu'il a fallu 20 millions de briques pour construire la pyramide et son complexe. Mais les Égyptiens veulent absolument que leur monument ait toujours l'aspect d'une vraie pyramide. Une fois le cœur en briques achevé, le monument est donc recouvert intégralement d'un revêtement fait d'une pierre unique, le calcaire de Toura. Cette roche est si pure et si blanche qu'elle peut être considérée comme une sorte de marbre égyptien. À l'origine, toutes les pyramides d'Égypte en étaient recouvertes. Grâce à ces techniques de construction ingénieuses, les Égyptiens parviennent donc à bâtir ici un véritable mastodonte. La pyramide noire, en fait, avait une base de 105 mètres sur 105 mètres et faisait à l'époque une hauteur de 75 mètres de haut. C'était la plus grande de son époque. 75 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. La pyramide d'Amenemhat III devient la 6e plus grande pyramide jamais construite en Égypte, sur la grosse centaine qu'en compte le pays. Seulement, le pharaon et ses bâtisseurs ont commis une erreur majeure. Ils ont sous-estimé l'action dévastatrice des voleurs de pierre.
Ces blocs ont été pillés pour être réutilisés dans d'autres projets de construction, afin de tirer profit de leur histoire et de leur pouvoir magique. Car ces pierres avaient également une valeur spirituelle. Le calcaire a été retiré, tout a été retiré, remployé, et ce qui a laissé à nu finalement la structure interne, c'est-à-dire la structure en briques. Et au fil des millénaires, plus la pluie et l'érosion éolienne, toutes les briques se sont transformées en poussière. Mais comme les pierres, les briques ont aussi été l'objet de convoitises. Ce qui a aussi joué dans la destruction de la pyramide, c'est que les Égyptiens ont récupéré la brique du monument pour en fait l'utiliser comme engrais naturel sur leur champ. Ce qui fait que maintenant, elle a cet aspect complètement délabré. Mark Lehner essaie d'imaginer à quoi la pyramide pouvait ressembler il y a près de 4 millénaires. Au pied de l'édifice, il remarque un étrange amoncellement de roches blanches. Et si ces blocs avaient miraculeusement pu échapper aux pilleurs de pierres? Alors ça, c'est incroyable. Ce bloc est un reste du parement. Ça pourrait même être une pierre angulaire. Elle est vraiment belle et lisse, d'une blancheur éclatante. Tout cet amas de pierres que nous voyons ici recouvrait à l'époque la totalité de la pyramide. Exactement comme Snéfrou, 800 ans plus tôt, avait couvert sa pyramide rhomboïdale avec le même calcaire fin de Toura. La pyramide rhomboïdale, distante d'à peine 1,5 km, est la seule d'Égypte à avoir conservé la majorité de son parement en calcaire de Toura. Si l'action des millénaires lui a donné cette teinte un peu beige, le monument était à l'origine d'un blanc étincelant. La pyramide rhomboïdale de Snéfrou nous donne une idée de ce à quoi devait ressembler cette tour sombre. Une structure rectiligne et d'un blanc éclatant. La lumière devait s'y refléter comme le soleil sur de la neige, quelque chose de vraiment aveuglant. Recouverte de son parement, la pyramide devait donc afficher l'aspect d'un parfait prisme triangulaire de pierre blanche, reflétant la lumière du dieu soleil, Ra. C'est un fantastique témoignage de ce qu'a été cette pyramide autrefois, quand on fait face aujourd'hui à cette grande ruine. C'est avec ce genre d'indices que les archéologues peuvent comprendre le passé. Mais aujourd'hui, les archéologues ont la chance d'avoir à leur disposition un nouvel outil pour décrypter les mystères de ce monument. Franck Monnier a justement repéré sur le modèle 3D obtenu grâce au lidar une disposition pour le moins inhabituelle dans une pyramide. On a 2 entrées dans cette pyramide. Et là, on a la première descendrie, donc c'est l'accès actuel pour pénétrer dans les appartements. Et là, on a ici en fait une entrée opposée qui est actuellement bouchée. Donc le fait de disposer de 2 entrées, quelque chose d'assez exceptionnel dans une pyramide funéraire. Le réseau souterrain est si vaste que les Égyptiens ont jugé nécessaire de le doter de 2 entrées. Aujourd'hui, une seule de ces 2 entrées demeure accessible, l'autre est ensablée depuis des décennies. Mais le plus étonnant reste peut-être la position de ces entrées. Une à l'est, l'autre à l'ouest. On observe donc un changement radical par rapport aux pyramides classiques de l'Ancien Empire. Toutes les pyramides avaient leur entrée sur la face nord, probablement pour des impératifs religieux. C'est au nord que se trouvent les étoiles circumpolaires, ces étoiles qui ne disparaissent jamais sous l'horizon. Le défunt était censé les rejoindre pour atteindre la vie éternelle. Mais ça posait de gros problèmes de sécurité, car les voleurs savaient que l'entrée de la pyramide se trouverait de ce côté. Ici, l'entrée est à l'est et à l'ouest. Et donc là, on suit une pratique de plus en plus courante qui est un peu d'égarer les éventuels pilleurs, c'est-à-dire de ne plus montrer par une flèche où se trouve l'entrée d'une pyramide. Puisque dès qu'on sait où se trouve l'entrée, bien finalement on sait où creuser. Cachées sous la maçonnerie de l'édifice, ces entrées devaient demeurer introuvables pour les pilleurs de tombes. Une idée si géniale des bâtisseurs du Moyen Empire qu'elle a même permis d'égarer les découvreurs modernes des pyramides. L'explorateur du site, au XIXe siècle, Jacques de Morgan, a eu d'énormes difficultés pour retrouver les appartements funéraires.
Il a démarré sur la face nord une galerie de mines, pensant pouvoir retrouver un schéma classique d'appartement funéraire, mais il a dû creuser plusieurs centaines de mètres de galerie avant de pouvoir tomber sur la chambre du roi. Sous le sol, à l'intérieur de la pyramide, nous avons justement remarqué quelque chose d'étrange. Dans un des couloirs, une dalle du plafond manque. Au-dessus, on aperçoit directement le sol argileux dans lequel le réseau a été creusé. Il s'agit peut-être de la sortie d'un des tunnels de Jacques de Morgan. Alban Brice essaie de déployer son scanner, mais la cavité est très haute. Il craint que l'on n'obtienne pas assez de données. Le scanner, normalement, il porte à 25 mètres, donc c'est largement suffisant quand on est dans ce genre de contexte. Mais là, en l'occurrence, je me retrouve dans un endroit où on a vraiment la hauteur sous plafond assez importante. Donc là, je suis limité pour aller l'atteindre. On a vraiment la roche qui est décaissée. Et donc là, ça aurait été intéressant de pouvoir l'amener un peu plus haut pour aller attraper davantage de géométrie 3D. Alban Brice ne peut en aucun cas se faufiler dans ce trou pour aller vérifier. Le sol est instable et pourrait s'effondrer sur lui. C'est trop dangereux. Il ne pourra donc pas numériser plus loin ce passage. Mais les résultats obtenus permettent quand même de comprendre de quoi il s'agit. Une découverte inattendue qui nous ramène presque 130 ans en arrière. En comparant le modèle 3D au plan d'époque où les galeries creusées par Jacques de Morgan apparaissent en jaune, on remarque qu'ils correspondent parfaitement. Ce trou béant est donc l'endroit même par lequel de Morgan est entré dans la pyramide en mars 1895. Malheureusement pour lui, il se rend compte qu'il n'est pas le premier à y mettre les pieds. Quand Jacques de Morgan pénètre pour la première fois dans la pyramide, il découvre que les salles sont remplies de débris et que des pillages antérieurs à son époque ont déjà eu lieu. Toutes les tombes d'Égypte ont été pillées, à un moment ou à un autre, probablement juste après leur construction. Malgré cette innovation d'avoir placé 2 entrées déroutantes, comme toutes les autres pyramides d'Égypte, la pyramide noire n'aura donc pas résisté aux pilleurs. Mark Lehner veut comparer sur place l'intérieur avec ce qu'il a vu sur le modèle numérique LIDAR. Sur le site, aucun visiteur. Le lieu reste toujours absolument désert. En presque un demi-siècle de carrière d'égyptologue, Mark n'est entré dans cette pyramide qu'une seule et unique fois auparavant. Je suis vraiment ravi de pouvoir entrer dans cette pyramide parce qu'elle est fermée au public. Je travaille aux pyramides de Gizeh où il y a toujours des milliers de touristes partout. Mais ici, on est très loin des sentiers battus. À l'intérieur, Mark est tout de suite frappé par la qualité remarquable du travail des ouvriers du pharaon. On ne peut que s'extasier devant une telle beauté. Un travail si raffiné. Ces magnifiques voûtes en calcaire blanc de Toura. Les joints sont parfaits. Quelle finesse dans la maçonnerie. Les parois creusées sous la terre ont ensuite été recouvertes par des dalles de calcaire de Toura, la pierre la plus raffinée d'Égypte. La même que celle utilisée pour le parement extérieur de la pyramide. La qualité de ce travail est encore plus impressionnante quand on pense qu'il n'était pas censé être vu. C'était uniquement pour le pharaon dans l'au-delà. C'est dans ce dédale de calcaire pur que le roi devait profiter de son repos éternel. Le couloir vers la chambre du roi. Sur le sarcophage du pharaon, Mark repère tout de suite un symbole frappant. Comme ses yeux sont bien faits. Quand la momie du roi était là, ses 2 yeux à l'angle nord-est du sarcophage devaient symboliquement lui permettre de regarder le soleil levant. Cette représentation est très typique des coutumes funéraires du Moyen Empire. Sur les cercueils et sarcophages de l'époque, on représentait toujours à l'est une paire d'yeux qui permettait d'une certaine manière aux défunts allongés à l'intérieur d'avoir une sorte de hublot vers l'extérieur. Ça permet de voir aussi la naissance du soleil, qui est quand même l'élément moteur de la religion égyptienne.
Mais quelque chose d'illogique interpelle Mark dans la pièce. Je ne connais pas les mesures exactes, je n'ai pas mon mètre avec moi, mais on dirait qu'il est trop large pour passer par cette porte. Le sarcophage semble bien trop volumineux pour pouvoir traverser les couloirs. Sur le modèle 3D obtenu avec le scan LIDAR, on peut maintenant mesurer avec exactitude les dimensions. Et ces mesures viennent confirmer les impressions de Mark. Avec son socle, le sarcophage fait 2,60 m de long et 1,15 m de large, alors que le couloir qui conduit à la chambre du roi ne dépasse pas 1 mètre. Mais alors, comment les Égyptiens s'y sont-ils pris pour faire entrer le sarcophage dans cette pyramide? Il y a tout lieu de penser que le sarcophage a été posé au moment où la pyramide n'avait pas encore été construite. Il fallait donc d'abord creuser des fosses, et dans ces tranchées et ces fosses, on allait pouvoir disposer des appartements souterrains. La grande majorité du réseau intérieur de la pyramide noire a été creusée en tunnel, directement dans le sous-sol argileux du plateau de Dachour. Mais pour certaines pièces, les Égyptiens ont donc dû ouvrir des puits depuis la surface par lesquels ils ont pu faire descendre les éléments les plus volumineux, comme cet immense sarcophage. Une prouesse technique impressionnante quand on connaît le poids de ce monolithe. Le sarcophage est en granit rose, donc une pierre très dure, très lourde, puisque à lui seul, il pèse environ dans les 4 à 5 tonnes. Soit le poids de 4 grosses berlines. Une fois la pièce achevée et la voûte posée, ces fosses étaient ensuite rebouchées avec de la maçonnerie en briques. Sur cet impressionnant sarcophage, Mark Lehner a repéré un autre symbole qui lui est familier. Ce qui est vraiment remarquable, ce sont ces portes sculptées sur le socle. Une série de portes de palais avec des bastions et des niches qui imitent le mur d'enceinte du célèbre complexe de Djoser, celui de la pyramide à degrés. C'est un hommage au premier constructeur de pyramides. La ressemblance est frappante avec ce mur, construit 900 ans plus tôt par un pharaon mythique, Djoser, le fondateur de l'Ancien Empire. Un modèle de prospérité, d'unité et de stabilité pour toute l'Égypte antique. Cette façade est la partie la mieux préservée de l'immense enceinte à redans avec laquelle il avait entouré sa pyramide à degrés à Saqqara. La toute première pyramide de l'histoire de l'humanité. La présence de ce motif, ici, n'est donc pas du tout un hasard. C'est pas seulement un clin d'œil, je pense que c'est vraiment une volonté de s'enraciner dans l'histoire des premières dynasties égyptiennes. Ça permet surtout de rallier Amenemhat III, qui est un souverain de la fin du Moyen Empire, au premier souverain de l'Ancien Empire, avec à peu près 1000 ans de décalage, et de faire en sorte que la lignée d'Amenemhat III est directement issue de ce roi légendaire. Avec ce monument, Amenemhat III cherche donc à affirmer son lien avec le passé prestigieux de l'Ancien Empire et de ses pyramides géantes. Pourtant, certaines dispositions tranchent nettement avec ce qu'on peut observer à l'intérieur des pyramides classiques. À l'entrée du réseau du roi, Mark Lehner a remarqué un couloir très étroit. L'accès à l'angle sud-ouest de la pyramide se fait par ce couloir très serré et très difficile d'accès. C'est dur parce qu'il fait très humide ici. Je suis littéralement trempé de sueur. Le conduit est particulièrement long et éprouvant à traverser car il est très exigu. Grâce aux données collectées au scanner laser par Alban Brice quelques semaines plus tôt, on peut mesurer sa largeur. Seulement une soixantaine de centimètres. Au bout, Mark découvre une étonnante petite pièce contenant également un sarcophage. Bien que comblée par des pierres, elle ressemble étrangement à la chambre funéraire du pharaon. Un peu plus loin dans le couloir, une deuxième pièce tout à fait identique. Ici, à l'intérieur de la chambre funéraire,
Il y a également un magnifique sarcophage en granit, sculpté dans le même style, avec la même décoration que le sarcophage en granit du pharaon. À l'intérieur, une incroyable surprise. Ça alors, il y a encore des os à l'intérieur, et même des débris de bois anciens. Est-ce qu'ils sont là depuis toujours? Je n'en sais rien pour l'instant, mais c'est vraiment incroyable. Pouvoir filmer ces ossements est absolument extraordinaire. Mais que font-ils là? Et à qui peuvent-ils bien appartenir? Les archéologues qui les ont découverts dans les années 1980 les ont analysés, puis remis à leur place dans le sarcophage. Et leurs tests ont révélé quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit des restes de 2 femmes. Il y a 2 reines qui ont été enterrées là. L'une s'appelle Ahat, la deuxième, on n'a pas retrouvé son nom. On sait que l'une est morte autour de ses 35 ans et l'autre devait avoir environ 25 ans. Donc, elles sont mortes assez jeunes. Trouver des restes humains dans une pyramide est déjà quelque chose d'extrêmement rare. Mais c'est seulement la 2e fois de l'histoire qu'on y découvre des ossements de femmes. Normalement, dans un complexe pyramidal, il y a une enceinte avec une pyramide et des pyramides satellites sur le côté pour les femmes royales. Mais Amenemhat III a tout changé. On le voit parfaitement sur le plan au lidar. 2 chambres funéraires ont été aménagées dans les quartiers ouest de la pyramide. Il s'agit du tombeau de 2 des reines d'Amenemhat III. Auparavant, on prenait bien garde à séparer les appartements des reines. Ici, on n'a plus de pyramide de reines. On n'a que des appartements situés sous une seule pyramide. Mais alors, pourquoi une telle innovation? Pourquoi le pharaon a-t-il voulu s'entourer de ses reines? Nous ne savons pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il voulait les avoir à ses côtés pour sa vie éternelle. La femme est certainement là aussi pour exercer une fonction protectrice auprès du souverain défunt. Il est probable que la figure féminine permet de jouer un rôle de renaissance ou de régénération du roi dans son complexe funéraire. Il s'agissait peut-être d'une attention particulière pour ces 2 femmes. Mais ce ne sont que des hypothèses. On ne saura probablement jamais pourquoi Amenemhat III a fait un tel choix. Mais dans les années 1980, les archéologues ont fait dans ces chambres une découverte fabuleuse qui pourrait nous en apprendre plus sur ces reines. Un coffre rempli de bijoux royaux qui avaient miraculeusement échappé aux pillards. Au musée égyptien du Caire, Meredith Brand tient à nous montrer des bijoux du Moyen Empire, similaires à ceux découverts dans la pyramide noire. Cette pierre, c'est de l'améthyste, avec ses teintes violettes. Les pharaons du Moyen Empire ont été les premiers à extraire l'améthyste. Avant le Moyen Empire, il n'y avait aucun objet violet en Égypte. La couleur violette était très rare, voire inexistante. Nous pouvons donc imaginer ce que ça devait être pour une princesse du Moyen Empire d'avoir ce violet qui scintille autour du cou, quelque chose de très chic et sensationnel. Mais pour les reines d'Amenemhat III, ces bijoux devaient surtout avoir un pouvoir magique. Ce qu'on voit ici n'était pas destiné à être exposé dans un musée, mais devait servir à transformer les défunts, les pharaons et leurs reines, en dieux. En mettant des bijoux sur un corps momifié, on soulignait le statut divin de cette personne. Mais il semblerait pourtant qu'un élément imprévu soit venu perturber le repos éternel des épouses d'Amenemhat III. Retour sous terre auprès de Mark Lehner. Ce qui le frappe dans les entrailles de la pyramide noire, ce sont les innombrables fissures qu'il repère un peu partout. Tout est fissuré. Cette fissure-là s'étend sur toute la longueur du couloir. Et vous pouvez voir que les fissures sont de plus en plus nombreuses. Et même ici, au sol. Il n'y a pas que les murs et les linteaux qui se fissurent. Le sol également.
On peut s'imaginer les ouvriers en train de finir le travail, de faire les finitions. On voit encore les marques de burin. Et tout à coup, ça a dû être un bruit terrifiant qui a résonné dans toutes les pièces et les couloirs, les obligeant à cesser le travail. Est-ce qu'ils sont partis en courant? On peut l'imaginer. Les archéologues ont repéré des éléments qui montrent que ces fissures se sont bien produites au cours du chantier. Ce qui prouve que ces dommages, ces affaissements, ces tassements ont eu lieu pendant la construction, ce sont les multiples réparations opérées par les Égyptiens eux-mêmes. Dans de nombreux couloirs, dans de nombreuses chambres, on a des poutres en bois qui ont été posées pour réparer tout ce qui avait été fissuré, tout ce qui risquait de s'effondrer. Là, on a mis des poutres récentes pour que ça tienne. Mais elles supportent ces poutres antiques en cèdre que les ouvriers d'Amenemhat avaient mis là pour soutenir le plafond. Ces poutres sont aussi vieilles que la pyramide. Elles ont 3800 ans. Et pourtant, elles sont toujours là. Mais qu'a-t-il bien pu se passer ici? Pourquoi la structure montre-t-elle de si nombreuses marques de détérioration? Pour trouver une partie de la réponse, il faut remonter à la surface. Car il se pourrait bien que le pharaon ait mal choisi le lieu même où il allait installer sa pyramide. Un choix qu'il a pourtant mûrement réfléchi. Dachour est situé à 20 km au sud du plateau de Gizeh, la banlieue du Caire où se trouve la fameuse pyramide de Khéops. Dachour était un lieu très réputé, surtout pour son lien avec les ancêtres. Lorsque Amenemhat III a commencé à construire sa pyramide, il y avait déjà des monuments partout à Dachour, comme les pyramides géantes de Snéfrou. Snéfrou fut l'un des pharaons les plus puissants de l'Ancien Empire, un roi devenu mythique pour les anciens Égyptiens qui sont allés jusqu'à lui conférer le statut d'un dieu. Snéfrou était encore vénéré au Moyen Empire. Les rois de la 12e dynastie ont donc choisi Dachour pour construire leur pyramide. D'une certaine manière, ils voulaient s'aligner sur le pouvoir de cet ancien pharaon. C'est à Dachour que Snéfrou a fait construire les deux premières pyramides géantes de l'histoire, la pyramide rouge et la rhomboïdale. Leur chantier s'est déroulé aux alentours de 2600 avant notre ère, 8 siècles avant celui de la pyramide noire. Mais ce qui étonne Meredith Brand, c'est la position très particulière de la pyramide d'Amenemhat III par rapport à celle de Snéfrou. En me tenant ici à la pyramide d'Amenemhat III, on voit clairement que là-bas, le sol est plus élevé et que nous sommes ici dans une dépression. On est vraiment très bas ici. Le scan LIDAR devrait nous permettre d'en savoir plus sur la profondeur exacte à laquelle se trouvent les appartements funéraires. Pour cela, Alban Brice Pimpeau doit faire le tour du bâtiment pour obtenir une estimation du niveau du sol environnant et pouvoir ainsi le comparer avec celui des galeries de la pyramide. Grâce aux données collectées par le scanner, le modèle 3D offre une parfaite vue en coupe du monument et de ses différents niveaux. Le code couleur employé ici nous renseigne sur l'élévation des éléments modélisés, c'est-à-dire que plus on s'élève et plus la couleur est chaude et se rapproche du rouge. Par contre, plus on s'enfonce sous le niveau du sol et plus les couleurs sont froides, se rapprochent du bleu, du violet. Donc on voit parfaitement ici sur cette vue latérale que l'ensemble des appartements s'est situé en profondeur, sous la pyramide, et non pas à l'intérieur de la pyramide. Avec le modèle 3D LIDAR, Franck Monnier va pouvoir en quelques clics déterminer pour la toute première fois la profondeur réelle des appartements funéraires de la pyramide noire. Alors on va mesurer la profondeur atteinte par ces appartements. Donc on va se positionner aléatoirement sur un point bas, ici, en bas de cette chambre par exemple, et je vais positionner le deuxième point près de l'entrée. Voilà. On est dans les 12 à 13 mètres de profondeur. Donc les appartements, l'ensemble des appartements étaient creusés à une profondeur qui atteint les 12-13 mètres. 12 mètres de profondeur, l'équivalent d'un 4e sous-sol. À cette profondeur, Mark Lehner a remarqué une ouverture dans le plafond qui révèle quelque chose de très étrange sur la nature du sol dans lequel ont été creusées les galeries.
Ah, voilà une bonne vue du sol. On voit clairement que c'est de l'argile. Tout gris, avec des dépôts ferreux couleur rouille. Mais c'est plein de fissures. Ce n'est pas du tout stable. Ce sol est la source de beaucoup de leurs problèmes. Pour être stable, une pyramide doit normalement être construite sur un sol rocheux solide, pas sur de la terre argileuse et friable. Une erreur des architectes d'Amenemhat III qui étonne. Surtout quand on se rend compte que l'emplacement qu'ils ont choisi pour installer leur monument semble particulièrement mal adapté à la topographie du terrain. Les gens croient souvent que les pyramides se trouvent en plein milieu du désert. Mais si vous allez en Égypte, vous verrez qu'elles se trouvent à la lisière du plateau désertique et qu'elles sont en fait assez proches des cultures. Mais ici, même les spécialistes des pyramides égyptiennes sont surpris par la proximité inhabituelle de la pyramide noire avec la vallée du Nil. La pyramide d'Amenemhat III est incroyablement proche de la vallée du Nil, qui est juste là. La végétation, l'agriculture, la civilisation, les villes, les villages, c'est à 2 pas d'ici. À l'Antiquité, le paysage de Dachour était très différent de l'actuel. Le Nil a bougé au cours des millénaires, son lit s'est déplacé vers l'est. Et nous avons des preuves scientifiques que la zone cultivée était beaucoup plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour les égyptologues, la position de la pyramide noire en bordure du Nil est une véritable aberration d'ingénierie. Le désert est sec, la nappe phréatique est très profonde, donc c'est l'environnement idéal pour construire. La vallée du Nil, en revanche, est gorgée d'eau et la nappe phréatique est très haute. En choisissant d'installer sa pyramide sur ce site, si proche de la vallée du Nil, Amenemhat III ne lui a donc laissé aucune chance. Elle n'a pas été construite sur des bases assez solides. Le sol en argile de la pyramide noire est poreux. Il laisse donc passer les remontées d'eau venues de la nappe phréatique toute proche. Les infiltrations d'eau ont fragilisé le sol sur lequel a été posée la pyramide. Et donc ce sol fragilisé, perméable, a dû subir des tassements plus ou moins localisés, hétérogènes, et ce qui a provoqué ces multiples fissures qu'on observe dans les appartements. À mesure que la pyramide s'élève, son poids pèse de plus en plus lourd sur sa base argileuse, instable et gorgée d'eau. L'édifice commence donc à s'enfoncer dans le sol. Mais il se pourrait bien que ces problèmes de structure aient eu une autre cause. Grâce au modèle obtenu avec le lidar, on a pu voir que le réseau de galeries sous la pyramide noire est beaucoup plus grand que ce qu'on trouve habituellement à l'intérieur des pyramides. Et si Amenemhat III, en voyant trop gros, avait sans le savoir piégé lui-même son monument? Ça ne marche tout simplement pas dans une pyramide. La structure ne peut pas comporter autant de pièces et conserver une base assez solide pour un immense monument. Trop de pièces, trop de couloirs à protéger. Eh bien, on a peut-être tout simplement sous-dimensionné les systèmes de couvrement, et ce sous-dimensionnement a provoqué des problèmes structuraux qu'on n'avait pas anticipés. Il manque des murs de soutènement en calcaire pour mieux supporter la structure. Donc le poids de toutes ces briques d'argile n'est pas bien réparti et provoque la fissuration des blocs de pierre à l'intérieur. À un certain stade, le poids de la structure dépasse ce que les voûtes peuvent supporter. La pyramide s'affaisse et commence à compresser les salles de son sous-sol. Des fissures apparaissent partout. Mais pourquoi Amenemhat III avait-il ainsi pris le risque de fragiliser son tombeau? C'est un peu mystérieux puisqu'on n'a pas retrouvé tout le contenu de ces pièces et parfois on ne sait pas à quoi elles servaient véritablement. On ne sait pas exactement à quoi devaient servir toutes ces chambres, mais des études ont montré que ce complexe est une imitation de l'inframonde, inspiré de leurs croyances religieuses. L'inframonde, c'est là que les morts doivent rejoindre Osiris, le dieu qui leur permettra de ressusciter. La pyramide noire possède elle-même son propre cheminement qui en fait fait écho directement au chemin complexe que le défunt doit emprunter pour pouvoir atteindre le paradis. Peut-être que ces pièces fictives sont en fait des sortes de régions de l'inframonde.
La pyramide représente elle-même l'inframonde en 3D. C'est peut-être donc le grand paradoxe de la pyramide noire. En essayant de façonner la meilleure imitation possible de l'inframonde afin de se garantir l'accès à la résurrection, Amenemhat III allait en fait condamner son tombeau à la ruine. Il y a un endroit de la pyramide où l'on a l'impression que seul un miracle a pu empêcher l'effondrement total. Un lieu incroyable, si dur d'accès, qu'Alban Brice n'a pas pu y pénétrer avec son lidar pour le scanner. C'est la partie qu'on nomme le réseau sud. Allons-y. Il faut à Mark Lehner une bonne dose de courage pour oser s'y aventurer. Oh. C'est difficile ici. Ce sont des briques crues. Les murs sont encore en briques crues, les mêmes qu'on retrouve à l'extérieur du monument. Les bâtisseurs n'ont même pas pris le temps de les recouvrir de dalles de calcaire blanc. Ici, le travail n'a donc visiblement pas été achevé, comme si on avait abandonné le chantier précipitamment. Au bout du couloir, Mark parvient à se faufiler dans une toute petite pièce. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une autre chambre funéraire. C'est compliqué. Ça devient de plus en plus petit. Si je ne me trompe pas, je pense que nous sommes dans la chapelle du Ka de la Reine. Et ici, il y a cet incroyable coffre à canope en albâtre où les organes internes étaient placés après avoir été retirés du corps pendant la momification. Les Égyptiens avaient une vision complexe de l'âme et du corps. Ils croyaient que nous avions un corps et qu'un double de ce corps était créé à la naissance, qu'on appelle le Ka, un double spirituel qui habite votre corps tout au long de votre vie et qui vous suit dans votre tombe à votre mort. C'est aux chapelles du Ka qu'on venait déposer des offrandes pour l'âme du défunt après sa mort. Une nouvelle fois, Amenemhat III innove en les plaçant pour la première fois à l'intérieur même de sa pyramide. Une chapelle pour chacune de ses reines et une pour lui-même. C'est vraiment fantastique de retrouver ce magnifique objet encore en place dans la chapelle du Ka de la Reine. Tout ça a été placé dans la partie la plus inaccessible de la pyramide la plus inaccessible d'Égypte. Mais après seulement quelques minutes dans cette chapelle du Ka, Mark pense qu'il est plus sûr de ne pas trop s'attarder. Regardez la fissure dans cette chambre. Elle est très profonde. C'est fendu sur plusieurs centimètres de large et les pierres penchent. On dirait que ça pourrait s'effondrer à tout moment. Je crois qu'il vaut mieux partir. 3800 ans avant Mark, les constructeurs du pharaon ont dû ressentir la même angoisse. Craignant que la pyramide ne s'effondre totalement, ils décident alors de tenter une dernière manœuvre pour essayer de la consolider. La plupart des pièces qui constituent les appartements funéraires ont été comblées soit de briques crues, soit de pierres. Pour éviter que tout ne s'effondre, on a sans doute, par précaution, rempli toutes les pièces, complètement, du sol au plafond, par des briques ou des pierres. Des problèmes structurels devaient apparaître partout, et ce en très peu de temps, ce qui les a conduits à interrompre tout ce beau travail, à le laisser inachevé et à remplir les chambres et les couloirs avec ces pierres. On voit même les marques de taille sur les blocs, jusqu'à la voûte du plafond. Les explorateurs modernes ont retiré une partie de ces blocs pour dégager le passage, car presque toutes les pièces de la pyramide avaient été entièrement comblées. Au premier regard, on a l'impression que ce comblement a été fait de manière un peu désordonnée par les ouvriers du pharaon. Mais une mystérieuse inscription sur l'un des blocs va peut-être démontrer le contraire. Nous avons demandé à l'égyptologue Jean-Guillaume Hollette-Pelletier de la déchiffrer pour comprendre de quoi il peut s'agir. Alors ici, nous avons une inscription en hiératique, donc c'est-à-dire en hiéroglyphique cursif,
qui est peinte à l'encre noire. Alors ici, en fait, nous avons le terme de transport vers la deuxième rangée pour le troisième bloc de pierre à destination, à proximité, en fait, du mur du Neb Ankh, c'est-à-dire du sarcophage. Donc cette inscription, elle permet en fait d'expliquer à l'ouvrier qui va poser la pierre, de savoir exactement à quel endroit de la pyramide il doit mettre ce bloc de pierre. Et les blocs sont taillés comme un Tetris pour que ça rentre exactement avec le bon format au bon endroit. Malgré le soin apporté à ce comblement, il semblerait pourtant que le roi n'était désormais plus satisfait par sa pyramide. Car sur le sarcophage d'Amenemhat III, un dernier détail intrigue les égyptologues. Le couvercle est magnifiquement sculpté et il est intact. Il est plutôt bien préservé. En fait, ces quelques éclats sont sûrement plus récents. Dans les tombes qui ont été pillées, les voleurs ont jeté le couvercle sur le côté ou ils l'ont simplement brisé. Donc le fait qu'il soit intact indique que le corps du roi n'a jamais été mis à l'intérieur. Si le couvercle n'a pas été brisé par les pillards qui ont visité la pyramide noire, c'est qu'il était resté ouvert. Le sarcophage n'a donc jamais été refermé et la momie du pharaon n'a pas pu être placée dedans. Une évidence s'impose donc. Amenemhat III n'a pas été inhumé à la pyramide noire. Il devenait clair que la pyramide était instable. Des fissures apparaissaient, le sol s'enfonçait de plusieurs centimètres. Amenemhat III a donc dû abandonner le projet pour en commencer un nouveau. Il a abandonné cette pyramide et s'est dit « Bon, j'en veux une meilleure ». Face à l'échec de sa pyramide si complexe, le pharaon décide donc tout simplement de se faire construire une deuxième pyramide, à Hawara, 70 km plus au sud. Fabriquée en briques elle aussi, elle présente aujourd'hui une silhouette assez similaire à celle de la pyramide noire. Mais son intérieur est totalement différent. Les architectes d'Amenemhat III ont retenu la leçon. On a pris soin de s'assurer que la pyramide de Hawara ne souffrirait pas des mêmes problèmes. Ici, plus de labyrinthe souterrain, un simple couloir aboutit à une unique chambre ultra sécurisée, un véritable coffre-fort de pierre. Amenemhat III, en se faisant inhumer finalement à Hawara, disposait d'une pyramide parfaite pour pouvoir lui assurer l'éternité. Elle était stable, solide, elle a répondu à tous les objectifs que s'était fixé le pharaon. Aucune image n'existe pourtant de cet intérieur unique. Et pour cause. Amenemhat III n'avait pas anticipé la catastrophe qui allait finalement frapper sa deuxième pyramide. Elle est totalement inondée depuis plus d'une centaine d'années à cause de la remontée d'eau venue d'un canal construit juste à côté au XIXe siècle. Même si le pharaon a finalement choisi de ne pas s'y faire enterrer, de son côté, la pyramide noire de Dachour garde le prestige d'un tombeau royal. La pyramide noire a effectivement rempli son rôle funéraire. Le roi n'y a pas été enterré, mais par contre, des reines y ont bien reposé. Sous terre, les restes des deux reines d'Amenemhat III continuent de profiter de leur repos éternel, mais sous une pyramide bancale. Je me sens triste pour ces femmes, abandonnées dans une pyramide qui s'écroule. On est peut-être face à un acte pas si galant que ça. L'échec de la pyramide noire va en tout cas marquer un véritable tournant. Il vient sceller le sort même des pyramides en Égypte. Les pharaons se sont dit, mais pourquoi construire une pyramide si elle va être pillée de toute façon et que toutes les pierres vont être volées? Amenemhat III est le dernier grand bâtisseur de pyramides. Djoser marque le début et Amenemhat III la fin de ce qui fut l'âge des grandes pyramides d'Égypte. Alors que la pyramide noire pourrait continuer de se dégrader dans les décennies à venir, cette campagne de numérisation au lidar absolument unique permettra donc de conserver une copie numérique au millimètre près de son état actuel.
La modélisation en 3D enregistre la structure pour l'avenir. Même si la pyramide venait finalement à s'effondrer et à écrabouiller toutes ses chambres et ses couloirs, que Dieu nous en préserve bien sûr, eh bien même si cela arrivait, on aurait maintenant cette copie exacte de la structure. Voilà tout l'intérêt de modéliser un monument ancien. Malgré ses problèmes de structure et les ravages du temps, la pyramide noire est pour l'instant toujours bien debout 4 millénaires après sa construction et continue à faire planer l'ombre d'Amenemhat III sur la vallée du Nil.